Si vous étiez piégé dans une mystérieuse maison de la mort infestée de moisissures et qu'une famille de tueurs fous des marais essayait de vous traquer, que feriez-vous? Gardez vos deux mains à l'intérieur du véhicule parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les Baker dans Resident Evil 7, Biohazard. Ethan Winters a des problèmes de couple, et ce n'est pas le genre de problème qu'on peut résoudre avec une thérapie de couple. Voilà 3 ans que Mia, la femme d'Ethan, a tout à coup disparu sans laisser de traces, jusqu'à ce qu'il reçoive il y a quelques nuits un message d'appel à l'aide portant simplement la mention « Dulvey, Louisiane, ferme des Baker, viens me chercher ». Ce qui n'a absolument rien de suspect ou de vaguement menaçant, pas vrai? En mari loyal qu'il est, Ethan laisse immédiatement tout tomber et se rend à la propriété éloignée dans la même voiture que dans Evil Dead, n'emportant rien d'autre que les vêtements qu'il a sur le dos et ses 2 mains toujours fermement attachées à son corps. Au fin fond des marais, il arrive à l'Airbnb surprise de Mia, la résidence des Baker, et celle-ci est sur le point de devenir pour lui un enfer personnel. Le grand portail en fer est verrouillé, ce qui oblige Ethan à faire le tour sur un chemin boueux, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à une annexe délabrée. Et le feu de camp encore fumant avec le sac à main de Mia enterré dans les cendres montre clairement qu'il a trouvé le bon endroit. Ethan explore prudemment la maison et remarque rapidement que l'endroit est dans un état de délabrement avancé. Il n'y a aucun signe de vie à part les cafards qui se régalent du gombo pourri dans la cuisine, jusqu'à ce qu'il trouve une cachette VHS intitulée « Derelict House Footage », qui montre un groupe de malheureux chasseurs de fantômes en train d'enquêter sur la maison pour le prochain épisode de leur émission, avant qu'ils ne soient tout à coup attaqués et capturés par une mystérieuse silhouette. Après avoir vu 3 hommes souffrir d'une mort horrible à cet endroit précis il y a quelques semaines, Ethan décide naturellement de suivre leur chemin dans le sous-sol, encore plus terrifiant que la maison elle-même. À part un cadavre surprise, il traverse les couloirs inondés sans encombre. Et c'est alors qu'il trouve Mia enfermée dans une pièce. Rien de plus simple en fait. Allez, il est temps de rentrer chez soi. Mais attention, il y a un problème. Elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un appelé Papa arrive. Et elle commence à guider Ethan frénétiquement à travers le sous-sol, jusqu'à ce qu'elle disparaisse tout à coup pendant qu'il cherche une sortie. Les recherches au rez-de-chaussée ne donnent rien, ce qui oblige Ethan à retourner au sous-sol pour enquêter sur d'inquiétants bruits de respiration. La bonne nouvelle, c'est que Mia est de retour. La mauvaise, c'est qu'elle est tout à coup passée en mode rancune et qu'elle veut présenter Ethan à son nouvel ami Monsieur Poignard. Leur réunion de famille se transforme rapidement en véritable combat à mort. Ethan est projeté à travers les murs comme une poupée de chiffon jusqu'à ce qu'il finisse par enfoncer une hachette dans le cou de sa femme. Mais attendez, Mia est toujours en vie et elle a amené 2 autres amis, Monsieur Tournevis et Madame Tronçonneuse. Ethan parvient à se libérer juste au moment où la femme de Bob le bricoleur utilise sa tronçonneuse pour lui couper la main gauche. Mais elle se sent un peu fatiguée maintenant et elle décide d'aller faire une sieste. Le sang coule toujours de son moignon et Ethan se réfugie dans le grenier où il trouve une arme de poing et des munitions. Bon, maintenant on peut parler. Alors qu'il s'apprête à s'enfuir par la fenêtre, Mia et sa tronçonneuse s'invitent à nouveau à la fête. Mais cette fois-ci, il est capable de la battre avec une bonne dose de plomb. À présent, Ethan a déjà tué sa femme 2 fois dans la même nuit. Et il doit sûrement se demander comment les choses pourraient être pires. Et c'est justement à ce moment-là qu'il reçoit un coup de poing et une pompe dans la figure de la part d'un redneck d'1m80 et de bien 110 kilos, qui ne peut pas être tué et s'appelle Jack. Et les choses sont sur le point de s'aggraver. Ok, il est temps pour moi d'intervenir rapidement, parce que notre ami Ethan a vraiment besoin d'un coup de main. Vous pigez ? Non, mais quand son histoire sera enfin terminée, ce type aura suffisamment de traumatisme aux mains pour que les Skywalker en aient pour leur argent. Et ce n'est que le début. Maintenant, dire que cette mission de sauvetage ne se passe pas très bien serait un euphémisme. Toute journée qui commence avec une errance dans une maison hantée abandonnée et qui se termine avec une botte en 43 sur le front, ce n'est probablement pas déroulé comme vous l'aviez prévu, à moins que vous n'ayez une idée très particulière de ce que doit être un bon moment. Maintenant, Mia n'est pas la seule Winters à être portée disparue, et personne ne vient les sauver, ce qui ne veut dire qu'une chose. Ethan, mon garçon, tu as merdé. La vérité, c'est que ce plan a été bâclé dès le départ, parce qu'Ethan a décidé de se précipiter en solo sans rien dire à personne, pas même à la police. Je comprends l'urgence de ramener sa femme saine et sauve à la maison, mais sérieusement, à quoi pensait-il ? Dans des situations comme celle-ci où les émotions sont à fleur de peau et où vous avez toutes les raisons de penser que les choses pourraient devenir dangereuses, la chose la plus importante à faire, c'est de respirer profondément, de prendre du recul et d'aborder le problème d'un point de vue logique. Certes, je ne suis pas détective, mais je crois savoir que les personnes qui ont disparu depuis 3 foutues années ne vous envoient généralement pas un courrier électronique sans prévenir avec leurs coordonnées exactes.
Étant donné qu'Ethan n'avait absolument aucune idée de ce qui était arrivé à Mia ou de la raison de sa disparition, il aurait dû deviner que le fait de courir aveuglément à son secours pourrait finalement le mettre dans la même situation. Et c'est exactement ce qui s'est produit en fin de compte. Sans parler du fait qu'Ethan vient de Los Angeles. Donc qu'il prenne l'avion ou la voiture, le voyage sera long jusqu'au milieu de nulle part en Louisiane. Et la police aurait certainement pu se pencher sur la question plus tôt s'il l'avait prévenu. La propriété est déjà dans le collimateur de la police. Et maintenant qu'ils ont un véritable email d'une personne disparue disant qu'elle s'y trouve, ça devrait leur donner une raison suffisante pour au moins aller jeter un coup d'œil à cet endroit. Supposons que pour une raison quelconque, Ethan ne veuille pas encore impliquer la police. Très bien, mais alors pourquoi ne pas au moins dire ce qui se passe à la famille ou à des amis? C'est beaucoup demandé, mais peut-être qu'il a un bon pote à LA qui serait venu avec lui. Tout le monde sait que l'union fait la force. Et en plus, si vous explorez une maison hantée, il est toujours préférable d'emmener un bouclier de viande, juste au cas où les choses deviendraient bizarres, ce qui, avouons-le, est toujours le cas. Par ailleurs, comme Mia n'a que 29 ans, il est raisonnable de penser qu'elle doit avoir de la famille encore en vie. Peut-être a-t-elle un frère ou un père qui aurait pu aider Ethan à la rechercher. Ça ne peut pas faire de mal de demander. Et puis parlons maintenant de la maison elle-même. Même sans connaître la vingtaine de personnes qui ont disparu dans les environs au fil des ans, il suffit de regarder l'endroit. C'est l'exemple le plus représentatif d'une vieille maison hantée qu'on ait jamais vue, avec des messages menaçants et des sculptures de viande flippantes qui pendent littéralement dans chaque recoin. Et puis, posez-vous la question, Mia a disparu depuis 3 ans. Pourquoi les kidnappeurs commencent-ils seulement maintenant à brûler ses affaires? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un piège! Ils ont utilisé ces informations pour retrouver Ethan. Et un faux email plus tard, le voilà qui arrive en plein milieu de ses propres funérailles. Vous pensez vraiment que ces gens auraient enchaîné la porte d'entrée, mais qu'ils auraient laissé la porte de derrière grande ouverte? Non mais allô, vous êtes sur le point d'être transformé en ragoût d'Ethan! Il n'y a pas besoin de Batman pour comprendre ça. Mais même quand il a eu des preuves vidéo de ce qui était arrivé au dernier gars qui était allé fouiller par là, il n'a pas compris le message avant qu'il ne soit déjà beaucoup trop tard. Ethan partait avec de bonnes intentions. Mais il a fini par s'introduire dans la maison d'un inconnu, se faire scier la main à la tronçonneuse, tuer sa femme à 2 reprises et se faire capturer par un homme des marais cannibales. Dans l'ensemble, il a pris un départ difficile. Mais le vrai cauchemar ne fait que commencer. Alors désolé Ethan, mais tu as merdé. L'instant d'après, Ethan se réveille à la table de la cuisine familiale, sa main ayant été judicieusement recollée. Puisque Mia a appelé Jack ici papa, il est maintenant temps pour Ethan de rencontrer sa nouvelle belle famille de l'enfer. Outre l'homme de la maison, il y a sa femme psychotique Marguerite, leur fils encore plus sadique Lucas et la grand-mère catatonique de la famille qui ne fait que traîner dans le coin. Le dîner de ce soir a pour thème Massacre à la tronçonneuse et il se régale d'un bon repas fait maison à base d'intestin humain. Jack utilise même un couteau pour jouer au jeu de l'avion avec Ethan, jusqu'à ce qu'il soit brutalement interrompu par la visite des autorités locales. Ça permet à Ethan de s'échapper, mais Jack ne tarde pas à revenir et à le poursuivre avec une pelle, s'enfonçant dans les murs comme le ferait le Kool-Aid Man s'il se tournait vers une vie de cannibalisme. Heureusement, il réussit à le semer dans un vide sanitaire sous la maison, mettant Jack sur une fausse piste pour le moment. De retour dans le couloir, Ethan parvient à parler à la police à travers la porte barricadée, et ils conviennent de se retrouver dans le garage. Bien qu'Ethan insiste sur le fait qu'ils doivent partir maintenant, l'adjoint du shérif l'interroge juste assez longtemps pour que Jack ait le temps de se faufiler derrière lui et de fendre la tête de l'homme en 2 à partir du niveau des yeux. Une fois l'adjoint à terre, Ethan se précipite pour attraper son Glock tandis que Jack le poursuit dans le garage. Réfléchissant rapidement, Ethan prend les clés de sa voiture et commence à essayer de l'écraser. Mais Jack réagit en arrachant tout le toit, en prenant le contrôle du volant et en les précipitant tous les deux dans une pile de barres métalliques. Ethan s'en sort indemne alors que la voiture prend feu. Mais Jack en ressort et commence à marcher vers lui jusqu'à ce que le véhicule explose et l'assomme. Ce n'est cependant pas encore fini, parce que quand Ethan tourne le dos, Jack saisit son arme et termine le travail en se mettant finalement hors d'état de nuire. Du moins, pour l'instant. Waouh, tu parles d'une migraine! Ethan a peut-être eu de la chance de s'en sortir, mais il vient de perdre le seul soutien qu'il avait. Le bon côté des choses, c'est qu'il semble que Jack ne soit plus dans le coup, pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais après tout ce qui vient de se passer, je vais officiellement reporter cette mission de sauvetage et me donner comme nouvelle priorité de m'éloigner le plus possible de cette maison. C'est peut-être difficile de réfléchir correctement avec l'adrénaline qui monte encore suite à la bagarre avec Jack, mais pour l'instant, la seule chose qui sépare Ethan de la liberté, c'est la porte du garage. Et c'est donc par là que je voudrais débuter. Commençons par la solution la plus simple et voyons où elle nous mène. Au début du combat, Jack a fermé la porte à distance avant d'attaquer l'adjoint. Alors je jetterai un coup d'œil autour de moi pour voir si je peux trouver le bouton pour la rouvrir. Sinon, chaque porte de garage a un moyen d'ouvrir manuellement.
et c'est ce que j'essaierai ensuite. Peut-être que les mécanismes ont été endommagés par l'explosion et que la porte ne fonctionne plus. C'est peut-être vrai, mais rien n'empêche Ethan d'utiliser son nouveau Glock ou un outil de garage pour essayer de casser une des fenêtres. Il en va de même pour essayer de plier le bas de la porte juste assez pour pouvoir passer en rampant. Mais il devrait être rapide pour ne pas risquer de finir comme Tatum dans Scream. Le plus beau, c'est que la voiture de patrouille de l'adjoint se trouve toujours de l'autre côté de la porte. Si bien qu'Ethan n'aura même pas à traverser le marais pour rejoindre la civilisation. Je suis sûre que le shérif n'appréciera pas trop qu'un type se présente à lui avec un des véhicules alors que le nouvel adjoint n'est pas dans les parages. Mais personnellement, je préférerais 1000 fois avoir affaire aux autorités du coin plutôt qu'aux cannibales du coin, peu importe le moment. Ethan devrait aussi essayer de fouiller le corps de l'adjoint pour trouver quelque chose d'utile pendant qu'il en a l'occasion. Si sa radio fonctionne encore, Ethan pourrait l'utiliser pour appeler à l'aide, ce qui serait une grande victoire. Les autres agents finiront par remarquer que l'un d'entre eux est allé à la maison des Baker et n'en est jamais revenu. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que les secours n'arrivent. Ethan doit juste survivre assez longtemps jusqu'à ce qu'ils arrivent s'il n'est pas possible de trouver un moyen de sortir. Mais ça va être plus facile à dire qu'à faire. S'il ne parvient pas à sortir par le garage, le retour dans la maison sera malheureusement le seul choix possible pour Ethan. Il semble que Jack soit hors jeu, mais si nous avons appris une chose au cours de la bagarre avec Mia, c'est que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne réapparaisse, et nous devrons avoir un plan pour gérer la situation quand il le fera. Comme nous l'avons déjà dit, Jack est une force à prendre en compte. C'est un ancien joueur de football et un marine de 1m80 et de 110 kg qui se sent chez lui ici dans le bayou. Il connaît manifestement l'agencement de la maison mieux que personne et possède tout un arsenal d'armes terrifiantes que j'ai l'impression qu'il n'attend que d'utiliser sur une victime sans défense. Le pire, c'est que son infection le rend super fort et insensible aux blessures. Même un coup de fusil en plein visage ne suffira pas. En fait, il trouvera probablement drôle que vous ayez essayé. Et ça, c'est aussi terrifiant que ça peut sembler. Parce que si votre problème ne peut pas être réglé avec une arme à feu, alors vous avez une sacrée mission sur les bras. Ensuite, nous avons Ethan, notre geek ingénieur système de Los Angeles qui ne s'est probablement jamais battu de sa vie. Il n'est pas capable de tenir tête à Jack. Il ne peut même pas s'enfuir assez vite. La seule chose qu'il a pour lui, c'est sa capacité inexplicable à rattacher des membres amputés à l'aide d'un remède miracle qui se trouve dans les bouteilles remplies d'un étrange liquide vert qu'il n'arrête pas de trouver dans la maison. Mais si c'est tout ce sur quoi nous pouvons compter, alors je ne suis pas très optimiste quant à ses chances. Tout bien considéré, Jack ici présent botterait le cul d'Ethan, même sans ses pouvoirs spéciaux. Et je sais sur qui je miserais s'il devait se battre. La seule bonne nouvelle possible, c'est qu'il a dû faire venir Ethan dans la maison pour une raison. Ce qui pourrait signifier qu'il n'est pas prêt à le tuer purement et simplement. Mais je suis convaincue que je ne prendrai pas le risque de chercher à le savoir. Il semblerait que la meilleure option pour l'instant soit d'éviter la confrontation à tout prix jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de sortir de là. Ce qui transforme fondamentalement notre survie en un jeu de cache-cache de vie ou de mort. Personnellement, je ne perdrai ni mon temps ni mes munitions à essayer de combattre Jack de front. Au lieu de ça, la meilleure stratégie serait de rester discret et silencieux chaque fois que vous le pouvez, et d'utiliser les recoins, les meubles et tous les passages cachés que vous découvrirez pour naviguer dans la maison sans être détecté. Soyez patient, restez calme et écoutez ces pas lourds afin d'avoir toujours une idée de l'endroit où Jack se trouve, et de l'endroit où vous ne voudriez pas être. J'essaierai de faire attention à ses habitudes et à ses comportements, comme les endroits qu'il a tendance à regarder quand il fouille une pièce ou les chemins qu'il préfère emprunter dans la maison. S'il le faut, Ethan pourrait utiliser quelque chose de bruyant, comme une des bouteilles de bière vide qui se trouvent un peu partout, pour distraire Jack quand il passera furtivement. Il est essentiel de prendre note mentalement des caractéristiques de la maison au fur et à mesure que vous l'explorez, et d'essayer de vous rappeler quel couloir mène à quelle pièce, où se trouvent les bonnes cachettes, les chemins alternatifs et tous les endroits où il semble y avoir une possibilité de fuite importante. Vous ne savez pas quand Jack pourrait revenir. Vous devez donc toujours avoir un plan pour savoir où vous irez et ce que vous ferez s'il réapparaît. Ce ne sera pas facile, mais si vous ne voulez pas servir de dîner au prochain malchanceux qui s'aventurera par ici, votre seul choix est de rester positif et de continuer à avancer jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir de cette maison de fous. Maintenant que Jack n'est plus dans le paysage, Ethan parvient enfin à se rendre dans le hall d'entrée de la maison principale. La porte de la liberté se trouve juste là, mais elle est verrouillée par une sorte de dispositif étrange. Il lui faut donc trouver 3 clés en forme de statue pour l'ouvrir, parce que bien sûr, c'est comme ça. N'ayant pas d'autre choix, Ethan continue d'explorer cette maison effrayante comme s'il essayait de battre la salle d'évasion la plus dangereuse du monde. La recherche le mène finalement à l'étage, mais alors qu'il finit de fouiller la salle de bain, Ethan est soudainement pris en embuscade par personne d'autre que Jack lui-même, revenu d'entre les morts une fois de plus, et il est encore plus en colère qu'avant. Après avoir évité de justesse d'être pulvérisé par le nouveau rouleau à pâtisserie à pointe de Jack, Ethan découvre un passage secret à travers les murs du premier étage, ce qui le conduit dans une autre section fermée de la maison. Il a réussi à se débarrasser de Jack pour l'instant,
Mais il ne sait pas quand ce grand gaillard réapparaîtra. Et il s'avère que les Baker ne sont pas les seules menaces dans la maison. Alors qu'Ethan entre dans une des pièces suivantes, une créature géante et horrible émerge soudain de la moisissure noire qui pousse sur les murs. Il s'agit d'une de leurs précédentes victimes qui a été transformée par la moisissure en une abomination rampante avide de chair humaine. Heureusement, ces créatures ne sont pas aussi insensibles aux blessures que les Baker, et Ethan parvient à l'abattre en quelques coups de feu bien placés. Le couloir mène finalement à une autre porte verrouillée, ce qui ne laisse à Ethan qu'une seule solution. Descendre un escalier faiblement éclairé qui mène au sous-sol de la maison infesté de moisissures. Ok, attends Ethan, laisse-moi t'arrêter tout de suite. Les couloirs effrayants et les passages secrets sont une chose, mais un autre sous-sol ? T'es pas sérieux ? Nous avons vu ce qui se passe dans les sous-sols de cette maison. Et je te le dis tout de suite, il est hors de question que j'y descende à moins de n'avoir vraiment pas d'autre choix. Surtout maintenant que nous avons rencontré un autre type d'ennemi, ces abominations mutantes appelées les mycomorphes. Ethan n'a aucune idée de ce que sont ces choses, du moins pas encore. Mais en les observant attentivement, une fois qu'elles auront été abattues en toute sécurité bien sûr, vous aurez peut-être une idée. En gros, quand les Baker nourrissent une de leurs victimes avec la moisissure qui pousse partout dans leur maison, voilà ce qu'ils deviennent. Méchants. Je dirais qu'ils mesurent près de 2 mètres de haut, avec une bouche béante pleine de grosses dents et de longs bras ressemblant à des tentacules, et avec d'énormes griffes à l'extrémité qui peuvent même se transformer en boucliers pour les protéger des attaques. C'est absolument terrifiant. Mais heureusement, contrairement à Jack et Mia, il est possible de les abattre en leur infligeant suffisamment de dommages. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de rester hors de leur portée et de viser la tête, comme les bons vieux zombies que nous connaissons et aimons tous. Il faut cependant beaucoup de coups pour les abattre, donc personnellement, je ferai toujours de mon mieux pour éviter un combat frontal, et j'essaierai de les contourner si je peux. Après quelques rencontres, Ethan se rendra compte qu'ils ne sont pas assez intelligents pour ouvrir les portes, ce qui est très utile, parce que ça vous donnera un moyen facile de vous échapper, à condition que vous parveniez à sortir de la pièce. De plus, il y avait une note dans le sous-sol où il avait trouvé Mia qui listait toutes les victimes des Baker, une bonne vingtaine, qui avaient été transformées en ces créatures. Sachant cela, j'essaierai de noter mentalement le nombre de créatures que je suis parvenue à éliminer au fur et à mesure que je progresserai dans la maison. De cette façon, j'aurai au moins une idée approximative du nombre de monstres qui pourraient encore se cacher dans l'ombre. Cette moisissure nous donne une bonne idée de la raison pour laquelle les Baker et leurs expériences sont devenues si dingues depuis tout ce temps. Dans la vraie vie, l'exposition à la moisissure noire ne vous transformera probablement pas en un mutant impossible à tuer. Mais elle peut provoquer un certain nombre d'effets néfastes sur la santé, notamment des problèmes respiratoires et des réactions allergiques. Par conséquent, Ethan devrait minimiser son exposition à la moisissure autant que possible. Et s'il trouve des gants, des lunettes ou des masques de protection, je lui conseillerais de les mettre pour plus de sûreté. Il est important de nettoyer les moisissures que vous trouvez dans votre maison. Mais dans ce cas précis, je dirais plutôt qu'il faut brûler cette maison de fou tout entière une fois qu'Ethan et Mia auront pu en sortir. Bon, nous avons maintenant une idée de ce qui nous attend. Mais si Ethan décidait que les énigmes étranges et les tueurs fous sont un peu trop nombreux, il y a autre chose que je pourrais essayer. Dans le hall principal, il y a une pièce avec un fusil de chasse qui vous enferme lorsque vous essayez de le prendre. Il serait possible de traîner quelque chose de lourd pour bloquer la porte, de prendre le fusil, puis de se frayer un chemin hors de la maison en passant directement par la porte d'entrée ou par une des grandes fenêtres qui l'entourent, en se créant sa propre sortie. Cette méthode est certainement plus efficace que celle qui consiste à descendre dans le sous-sol. Et Ethan va devoir faire preuve d'imagination s'il veut espérer survivre. Le sous-sol entier a été transformé en zone de test pour les expériences tordues des Baker. Et Ethan doit se frayer un chemin alors qu'il est pris en embuscade par plusieurs autres monstres de moisissure dans tous les recoins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours de son exploration, il a trouvé un fusil. Au fin fond des tunnels, Ethan trouve enfin la dernière statue qui ouvrira la porte. Suspendue de façon suspecte à découvert sur une passerelle surélevée. Mais cette fois-ci, au moment où il l'attrape, Jack l'attaque subitement par derrière et fait tomber Ethan dans une arène improvisée à l'étage inférieur. C'est l'heure d'un nouveau combat. Mais cette fois-ci, Ethan ne se laissera pas faire. Grâce à son nouvel arsenal, il fait suffisamment de dégâts pour que Jack ouvre une grille et s'empare d'un instrument terrifiant composé de 2 énormes tronçonneuses. Mais Ethan met la main sur sa propre tronçonneuse. Et oui, c'est l'heure du duel à la tronçonneuse. Ethan se déplace dans l'arène en utilisant les corps suspendus pour se protéger, endommageant Jack chaque fois qu'il le peut, jusqu'à ce qu'il parvienne à enfoncer la tronçonneuse profondément dans son cerveau, provoquant l'explosion de la moitié supérieure de son corps. Les jambes de Jack se relèvent et avancent en titubant pendant 1 seconde, jusqu'à ce qu'il soit enfin mort. Vraiment mort. Avec un sentiment de confiance retrouvé, Ethan utilise la tronçonneuse une dernière fois pour ouvrir le passage devant lui. De retour dans le hall d'entrée, Ethan réussit enfin à ouvrir la porte principale avec la 3e clé.
Victorieux, il fait ses premiers pas hors de la maison et dans le vaste espace de la propriété. Mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. Ok, Ethan fait de gros progrès, mais permettez-moi de vous faire part d'une pethan réflexion. Maintenant qu'il est en sécurité à l'extérieur, j'envisagerais fortement d'allumer la cuisinière et de mettre le feu à toute la maison. Non seulement ça brûlerait toutes les créatures de moisissure qui pourraient encore être à l'intérieur, mais l'incendie pourrait aussi attirer l'attention de la communauté, ce qui permettrait à Ethan d'obtenir des renforts, une fois que la police et les pompiers seraient venus voir ce qui se passe. De toute façon, je ne voudrais pas retourner là-dedans. Et quand on ne peut pas appeler à l'aide, un bon vieux signal de fumée fait toujours l'affaire. Dans la cour, Ethan trouve une caravane où vit la seule Baker encore saine d'esprit depuis que le reste de la famille s'est mise à aimer les intestins humains, leur fille Zoé. La jeune femme se cache ailleurs dans la propriété, mais elle appelle Ethan pour lui expliquer qu'ils sont tous infectés par un étrange parasite, y compris Mia. Oui, maintenant écoutez-moi bien, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont tous contaminés. Ils finiront tous par se transformer en monstres s'ils n'obtiennent pas le sérum. Mais pour le trouver, il devra s'aventurer dans la vieille maison. Et ça, c'est le territoire de Marguerite. C'est donc à contre-cœur qu'Ethan se dirige vers la maison principale. Il n'y a pas encore de signe de Marguerite, mais l'endroit est effrayant comme l'enfer. Plein de poupées mutilées et d'insectes géants qui attaquent Ethan quand il s'en approche de trop près. Il fouille la maison à la recherche d'une trace du sérum et finit par trouver les éléments nécessaires à la fabrication d'un lance-flamme artisanal. L'arme parfaite pour mettre le feu aux essaims d'insectes de Marguerite. À l'intérieur, Ethan se retrouve face à face avec la matriarche Marguerite pour la première fois quand elle lui fait peur en sautant dans l'embrasure d'une porte qui était fermée et qu'elle commence à envoyer des essaims de ses bébés les insectes pour dévorer sa chair. Ces balles ne semblent pas faire grand-chose contre elle non plus, ce qui oblige Ethan à adopter la même approche qu'avec Jack, et à la contourner en empruntant un passage secret dans le mur, rempli de mille pattes et d'autres bestioles répugnantes, qui le mène de l'autre côté de la maison. Ok, Ethan a officiellement combattu les indestructibles, mais il est maintenant temps pour lui de combattre les nuisibles. Il a enfin eu sa première rencontre avec Marguerite, la folle adoratrice des insectes. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est effrayante. Bah. Vous voyez, Jack était effrayant dans le genre Michael Myers, mais Marguerite, c'est la définition même de la terreur. Bon, Ethan étant maintenant trop impliqué pour abandonner, je pense qu'il est temps de parler de stratégie. À première vue, Marguerite a l'air d'une vieille dame frêle, ce qui donne à Ethan une bien meilleure chance de la vaincre dans un combat à main nue. Ou du moins ce serait le cas s'il n'y avait pas le fait qu'elle a aussi une force et une vitesse surhumaines. Ça veut dire que non seulement elle peut faire passer Ethan à travers un mur, mais qu'elle peut aussi courir autour de Monsieur Mou du genou. La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle préfère laisser ses insectes se battre, et qu'ils sont beaucoup plus faciles à gérer. À moins de souffrir d'entomophobie, gardez vos distances et lancez des flammes pour vous frayer un chemin parmi ces étranges amis volants. Ça devrait suffire pour vous en sortir. Quand les choses se gâteront, Ethan découvrira que Marguerite a la capacité de se régénérer, mais qu'elle n'est pas aussi robuste que Jack, et qu'elle peut être abattue si elle subit suffisamment de blessures. Cependant, il vaut mieux éviter de l'affronter le plus longtemps possible et essayer de rester hors de son champ de vision si vous le pouvez. Elle nous rend d'ailleurs un grand service en se baladant avec cette lanterne, parce que même quand on ne la voit pas, on peut toujours voir la lumière qui en émane, ce qui facilite grandement le suivi de ses mouvements. Le plus important maintenant, c'est de récupérer le sérum. Alors je ferai de cette recherche ma priorité absolue et j'essaierai de ne pas me lancer dans un nouveau combat aussi longtemps que je le pourrai. Bien sûr, si la situation devient trop critique et que nous décidons qu'il est temps de nous enfuir, nous disposerons maintenant de la propriété librement. Et je suis sûre que nous pourrions encore trouver un moyen de sortir de là sans Mia si nous le voulions vraiment. Nous aurions toujours à nous inquiéter de ce qui se trouve dans les marais la nuit. Mais ça reste une option si jamais nous décidons que nous en avons assez des Baker et de leur maison des horreurs. Une situation qui pourrait très certainement se produire une fois qu'on découvrira en quoi Marguerite se transformera ensuite. Dans une autre partie à l'arrière, Ethan finit par trouver la clé dont il a besoin pour accéder à l'étage où sont cachés les ingrédients du sérum. Mais Marguerite lui coupe la route dès qu'il s'approche de la porte, le jetant dans l'escalier et à travers les planches abîmées jusque dans une fosse creusée dans le sol. Piégé, Ethan n'a d'autre choix que de la frapper avec tout ce qu'il a sous la main. À force de dégâts, Marguerite finit par succomber à ses blessures et s'effondre dans la fosse. Mais ce n'est pas fini pour autant. Ethan se rend vite compte qu'il aura besoin de la lanterne de Marguerite pour ouvrir la porte suivante. Mais quand il fait demi-tour pour la récupérer, un bras long et fin l'emporte plus profondément dans les tunnels. On dirait que Marguerite s'est transformée en quelque chose d'encore plus horrible. Ethan la poursuit dans les tunnels, tandis qu'elle détale à quatre pattes pour finalement arriver à une échelle qu'il conduit devant une grande serre. À l'intérieur, Ethan pousse jusqu'à l'étage supérieur où il est tout à coup pris en embuscade par Marguerite à travers une fenêtre, et elle est sous sa nouvelle forme de femme araignée. C'est un combat à mort brutal, Marguerite grimpant sur tous les murs et tendant des pièges à Ethan depuis l'ombre, comme une véritable femme araignée démente sortie de l'enfer.
Finalement, il lui inflige suffisamment de blessures pour la mettre définitivement hors d'état de nuire, tandis que la moisissure de son corps se calcifie et qu'elle se réduit en poussière, laissant derrière elle sa seule lanterne. La lanterne en main, Ethan retourne dans la vieille maison et se dirige vers la terrifiante zone contaminée de l'étage, où il découvre un enfant transformé en Frankenstein sur un autel, son bras servant d'ingrédient pour le sérum. Quand il se retourne, il aperçoit la vision d'une jeune fille pâle et pieds nus qui disparaît tout à coup quand il s'approche. Ethan ne le réalise pas encore, mais cette petite fille n'est pas un fantôme. C'est quelque chose de bien pire. Ethan est censé retrouver Zoé à la caravane, mais quand il y arrive enfin, la jeune femme est introuvable. Au lieu de ça, il reçoit un coup de fil de son cinglé de frère Lucas, qui l'informe joyeusement qu'il a pris Mia et Zoé en otage. Pour les retrouver, Ethan va devoir jouer à un jeu que Lucas a conçu spécialement pour lui. Pour commencer, Ethan se rend dans la chambre que Lucas occupait quand il était enfant. Et il y a des preuves que ce type était dangereusement taré bien avant que le reste de la famille commence à perdre les pédales. Dans le grenier, il trouve une autre cassette VHS intitulée Happy Birthday, ainsi qu'une carte clé dont il aura besoin pour avancer. La cassette montre Lucas forçant un des chasseurs de fantômes de tout à l'heure à accomplir un jeu semblable à ceux de Saw, pour son propre amusement. L'homme commence à s'infliger des blessures horribles jusqu'à ce qu'il résolve l'énigme, et que la pièce entière s'enflamme tout à coup, le brûlant vif. Ok, nous en sommes officiellement au dernier Baker, mais c'est le plus tordu de tous. J'ai suffisamment regardé la franchise Saw pour savoir que si quelqu'un comme lui vous dit qu'il veut jouer à un jeu, ce n'est jamais bon. Alors avant de tomber dans un autre piège, il est temps d'élaborer un plan. Que savons-nous de Lucas jusqu'à présent? Il est moyennement bâti, et Ethan serait probablement capable de le maîtriser s'il n'avait pas ses pouvoirs. Mais il n'a pas l'air d'être le genre de gars qui se bat à la loyale. Rappelez-vous au dîner, quand il s'est fait couper le bras. Il a l'air de réussir à tout bien faire maintenant, ce qui veut dire qu'il ne sera pas facile de le vaincre quand nous aurons à nous battre. Donc, comme les autres, il vaut mieux essayer de l'éviter. Maintenant, d'après les notes que nous avons trouvées dans sa chambre au sujet de la robotique et de ses inventions, la cassette Happy Birthday et tout ce qui a été dit au sujet du jeu, je dirais que nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux pièges nous soient tendus. À partir de maintenant, nous devons faire très attention aux détails de chaque pièce que nous traverserons, parce qu'on ne sait jamais si une porte ou un couloir apparemment sans danger pourrait justement cacher un piège mortel. D'après ce que nous avons vu dans la vidéo, nous devrions toujours nous attendre à ce que chacune de ces énigmes comporte un rebondissement mortel. Si vous jouez au jeu, vous risquez de vous faire tuer. Nous devons donc réfléchir très attentivement et essayer de trouver des moyens créatifs de déjouer ses plans au lieu de suivre ses règles. Ethan a déjà éliminé 2 des Baker jusque-là, alors Lucas ne devrait pas poser trop de problèmes à Ethan, tant qu'il reste prudent. That ain't special. This right here is special. N'oubliez pas que nous pouvons toujours sauter par-dessus la clôture et nous enfuir à tout moment. Et je garderai cette idée dans une de mes manches, juste au cas où j'aurai le sentiment que c'est un jeu que je ne peux pas gagner. Ethan entre dans le bâtiment suivant à la poursuite de Lucas. Mais la seule chose qui s'y trouve est un écran de télévision dans une pièce vide qui est éclairé par des jeux de lumière de fête, comme une sorte de mauvaise plaisanterie. C'est un message de Lucas. Non seulement il a les filles, mais il a aussi le reste des ingrédients dont ils ont besoin pour terminer le sérum. Ce qui veut dire que si Ethan veut sauver sa femme, il va devoir jouer à son jeu. Il finit par se retrouver dans une immense grange où la famille avait l'habitude de garder ses animaux de ferme. Lucas le force à se battre contre cette nouvelle variante gigantesque de mycomorphes dans une zone qu'il a créée avec de la musique rock à fond dans les haut-parleurs. Mais Ethan parvient facilement à l'éliminer grâce aux nouveaux équipements puissants qu'il a récupérés. Une fois le monstre vaincu, la porte de la salle suivante s'ouvre. Et Ethan y trouve le corps carbonisé de la dernière victime, ainsi qu'une note l'avertissant qu'il sera le prochain. Il se retrouve piégé par Lucas dans le même casse-tête mortel. Mais ce que ce connard ne réalise pas, c'est qu'Ethan connaît déjà l'énigme, puisqu'il a regardé la cassette VHS, ce qui lui permet d'éviter d'être tué dans l'incendie. Furieux, Lucas dépose une bombe à retardement pour le tuer à la place. Mais juste avant qu'elle n'explose, Ethan la jette à travers un trou dans le mur, ce qui lui permet d'obtenir une issue et de s'échapper. Il parvient à la salle de contrôle de Lucas juste au moment où ce cinglé disparaît. Mais il a maintenant tout ce qu'il faut pour terminer la fabrication du sérum. Il traverse une longue promenade et trouve enfin Mia et Zoé attachées près du hangar à bateau. Maintenant qu'ils ont tous les ingrédients nécessaires, Zoé est capable de faire 2 lots de sérum. Juste assez pour qu'elle et Mia en reçoivent une dose chacune. Mais les Baker n'en ont pas encore fini avec Ethan. Tout à coup, ils sont attaqués par le cannibale préféré de tous, le gigantesque Papa Jack. Mais il a l'air un peu différent de la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. La moisissure ayant pris le dessus, il s'est transformé en une énorme monstruosité de 2 étages. Ethan n'a d'autre choix que de lui injecter un sérum qui transforme Jack en statue gelée.
Du coup, il ne reste plus qu'une seule dose de sérum. N'ayant plus assez de produits, Ethan prend la décision de guérir Mia, laissant Zoé pour morte alors qu'il s'enfonce dans les marais sur un petit bateau. Il semble qu'il soit enfin libéré de la maison des Baker, mais la vérité, c'est que ce n'est pas encore terminé. Ok, c'était une décision difficile à prendre. Après tout, Zoé nous a vraiment aidés, alors que Mia était occupée à essayer de nous couper la tête la moitié du temps. Il aurait peut-être été possible de leur donner à chacune une demi-dose, étant donné qu'aucune d'entre elles n'était aussi infectée que Jack. Et ça aurait déjà été mieux que rien. Mais encore une fois, avec une seule dose en notre possession, ce serait assez risqué si ça ne marchait pas. Vous pourriez finir par ne guérir aucune des deux, alors il vaut mieux ne pas prendre ce risque. Honnêtement, si j'étais Ethan, je pense que j'aurais aussi choisi de sauver ma femme, puisque c'est elle que nous sommes venus sauver au départ. Si nous avons appris une chose ce soir, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont sur le point de s'en sortir, une chose terrible est sur le point d'arriver. Donc à la place d'Ethan, je ferai passer ce petit canot à la vitesse supérieure et je me tirerai d'ici pendant qu'ils en ont encore la possibilité. Alors qu'ils naviguent dans le marais, Ethan est surpris d'apercevoir un énorme cargo au loin. Tout à coup, ils sont attaqués par la moisissure qui fait couler le canot et les précipite tous les deux dans l'eau. Mia reprend ses esprits et s'échoue près du navire, où elle trouve Ethan juste au moment où la moisissure l'emmène plus profondément dans l'épave. Alors qu'elle le cherche, elle continue à avoir des visions de l'effrayante petite fille de la maison. Et c'est alors que nous découvrons comment elle s'est retrouvée ici au départ. Il s'avère que Mia en sait plus sur ce qui s'est passé que les Baker eux-mêmes. La petite fille Evelyn était en fait une sorte d'arme biologique top secrète créée par les employeurs de Mia, une organisation criminelle connue sous le nom de The Connections. Le travail de Mia consistait à garder la petite fille pendant qu'elle était secrètement transportée à bord du cargo, avec pour ordre de détruire Evelyn si l'opération tournait mal. Lassée d'être traitée comme un rat de laboratoire, la petite fille réussit à s'échapper et à contrôler le navire avec sa moisissure, transformant l'équipage sans méfiance en monstre et proclamant que Mia était sa nouvelle maman. Malgré les efforts de Mia pour l'arrêter, Evelyn réussit à faire s'échouer le navire et à l'emmener chez les Baker, où elle finit par prendre le contrôle de la famille. Dans le cadre de son travail, Mia avait suivi une formation aux opérations spéciales, ce qui la rend très habile avec toutes sortes d'armes qu'elle utilise pour se frayer un chemin à travers les monstres qui infestent encore le vaisseau, maintenant complètement détruit. Elle est bien décidée à sauver son homme. Mia s'enfonce de plus en plus profondément dans l'épave, jusqu'à ce qu'elle atteigne la salle des machines, où elle trouve Ethan recouvert d'un tas de moisissures. Alors qu'il est inconscient, Ethan fait un rêve dans lequel il rencontre Jack et Zoé. Mais au lieu du meurtrier à la hache complètement cinglé auquel on était habitué, cette fois-ci, Jack est en fait super cool. L'homme explique avec regret que tout ceci a été causé par Evelyn. Elle a rendu toute la famille, à part Lucas, coupable d'homicide, quand elle les a infectés avec la moisissure après qu'il les ait sauvés, elle et Mia, du vaisseau qui s'était échoué. Ils n'ont jamais voulu devenir aussi méchants. Mais une fois qu'Evelyn s'était emparée d'eux, ils n'ont pas pu résister à son contrôle. Trouver Evelyn et l'éliminer est le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar et de libérer la famille de Jack et Mia. Tout à coup, Ethan se réveille alors que Mia le libère enfin. Mais elle est obligée de s'enfermer dans la salle des machines parce qu'elle commence à retomber sous le contrôle d'Evelyn. Ethan n'a pas tué sa femme 2 fois pour la laisser mourir maintenant. Alors il retourne à la maison avec tout un arsenal d'armes et conscient de ce qu'il doit faire pour finir le boulot. Le chemin le ramène à travers le marais jusqu'à une vaste mine de sel infestée par des dizaines de monstres. Mais maintenant qu'Ethan est armé jusqu'aux dents, même les monstres les plus coriaces ne sont plus qu'un jeu d'enfant pour lui. Dans les profondeurs de la mine, il découvre un atelier secret d'où The Connections surveillait Evelyn, et les notes indiquent qu'elle vieillissait rapidement. Un autre document explique que les infectés commencent par avoir la capacité de se régénérer après des dommages massifs. Puis ils commencent à avoir des visions de la petite fille avant l'étape finale, quand ils passent complètement en mode mycomorphe. Sur la base de ces informations, Ethan semble être lui-même en phase intermédiaire de l'infection, ce qui explique que son bras gauche soit encore fonctionnel. Par chance, il est également capable de synthétiser une 3e dose de sérum dont il aura bientôt besoin. Ok, on a le sérum et on a un plan. Il ne reste plus à Ethan qu'à s'approcher suffisamment d'Evelyn pour lui en administrer une dose. Mais ce ne sera pas facile si elle sait que vous arrivez. Au lieu de l'affronter de front, il serait possible d'utiliser la psychologie de la fillette contre elle et de piéger Evelyn en acceptant simplement d'être sa famille comme elle le souhaite avant de s'approcher suffisamment pour finir le job. C'est une des options. Ou alors, Ethan pourrait toujours utiliser le sérum sur lui-même et partir pendant qu'il en a l'occasion. Soyons honnêtes, Mia est un peu craignos maintenant, de toute façon. Surtout depuis que nous savons qu'elle a joué un rôle énorme dans tout ce qui s'est passé.
S'il n'y avait pas eu son entreprise louche qui fabrique des enfants issus de la moisissure, Ethan serait maintenant chez lui en train de se détendre, au lieu de se faire botter le cul par une famille de zombies et de rednecks adeptes de la torture. Après avoir appris tout ça, je pense que je devrais faire mes valises et laisser The Connections nettoyer leur bordel eux-mêmes. De retour dans l'annexe, Ethan coince enfin Evelyn dans le grenier et lui injecte le sérum. La jeune fille hurle de peur, et quand la vision se dissipe, il s'aperçoit que c'était en fait grand-mère Baker depuis le début. Pleurant de douleur, Evelyn commence à se transformer tandis que la moisissure prend le dessus, se transformant en une tête gigantesque qui engloutit toute la pièce. Ethan fait la seule chose qu'on puisse faire dans une telle situation, et il commence à tirer jusqu'à ce qu'Evelyn décide qu'elle en a assez et qu'elle le balance dans la cour devant la maison. Quand Ethan reprend conscience, Evelyn s'est transformée en un énorme monstre de moisissure haut de 10 étages, et il n'y a rien dans son arsenal qui puisse tuer une créature aussi énorme. Heureusement pour Ethan et pour le monde entier, un hélicoptère militaire le survole à ce moment précis, lui apportant une arme extrêmement puissante, chargée de balles spéciales, qu'il utilise alors pour terrasser Evelyn pour de bon. L'hélicoptère fait demi-tour, tandis qu'une équipe de soldats des opérations spéciales descend et que l'un d'entre eux se présente à Ethan comme étant Chris Redfield, un homme qui a fait ses preuves quand il s'agit de lutter contre les armes biologiques. Il transporte Ethan et Mia loin d'ici et tous deux sont heureux d'être en vie. Mais il est évident qu'elle va devoir donner beaucoup d'explications. Ils ont finalement échappé à la maison de fous et libéré les Baker. Mais ce ne sera pas la dernière fois que leur vie se transformera en véritable cauchemar. Bordel, c'était beaucoup! Et le fait de vivre tout ça à la première personne a rendu l'expérience encore plus intense. Mais qu'en avez-vous pensé? C'était notre premier épisode sur le thème des jeux vidéo. Alors j'ai besoin de savoir si ça vous a plu, parce qu'on pourrait en faire d'autres si ça vous plaît. Maintenant, personnellement à la place d'Ethan, j'aurais envoyé bouler toutes ces conneries et je me serais trouvé une nouvelle copine. Mais vous savez, le simplisme, c'est pas toujours si simple, hein? Ethan aimait vraiment Mia. Je veux dire, 3 ans à l'autre bout du pays, aucune action de la police, et il y va quand même. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait différemment. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et sérieusement, dites-moi si vous êtes d'accord avec le concept de jeux vidéo. Pensez au nombre de jeux vidéo d'horreur qui existent et que nous pourrions traiter ici. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!